Chaque personne commence sa journée différemment, mais à 78 ans, il ne vous reste plus beaucoup d'options. Je me lève à 6 heures tous les matins, que je le veuille ou non. Les vieux os refusent tout simplement de rester couchés plus longtemps. La première chose que je fais est de regarder par la fenêtre du côté de mon terrain, là où Éléonore et moi avons planté des pommiers. Maintenant, ils sont grands et étendus. Contrairement à moi, les arbres ne font que grandir avec l'âge. Je m'appelle Gideon Townsend. Je vis à Aix-en-Provence, en France, dans une maison que j'ai construite de mes propres mains il y a 42 ans. La plupart des voisins avec qui nous nous sommes installés dans le quartier sont partis depuis longtemps ou sont décédés. Il y a maintenant de jeunes familles autour de moi qui me saluent poliment lorsqu'elles me rencontrent, mais qui essaient de ne pas s'attarder pour parler au vieil homme. Aujourd'hui, c'est samedi, ce qui signifie que c'est le jour d'aller au marché. Il n'est qu'à 3 rues d'ici. Et cette promenade est l'un des rares plaisirs qui me restent dans la vie. Je mets ma vieille chemise en flanelle, mon pantalon en velours côtelé et une casquette de baseball. Éléonore disait toujours que j'avais l'air d'un garçon têtu avec. C'est peut-être pour ça que je la porte encore. Avant de partir, je jette un coup d'œil à mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de message. Ma fille, l'un d'elles, n'a pas appelé depuis 2 semaines. Pas de surprise, cependant. Notre dernière conversation, comme d'habitude, s'est terminée par ses reproches. Tu as toujours été trop occupé pour moi, papa, a-t-elle dit. D'abord ta précieuse entreprise, tes maisons, tes projets, tout ça a toujours été plus important que ta famille. Je pourrais rétorquer que c'est cette précieuse entreprise qui lui a permis d'obtenir son diplôme universitaire sans dette, d'acheter sa première voiture et d'obtenir de l'aide pour l'acompte de sa propre maison. Mais les années m'ont appris qu'il n'y a pas de gagnant dans ces disputes. En descendant la rue de la République, je salue Paul Abbott, qui tond sa pelouse immaculée. Il doit avoir environ 65 ans. Un jeune homme, selon mes critères. C'est le seul des voisins qui s'arrête régulièrement pour une bière et pour regarder le football. Quoi de neuf, Gédéon, crie-t-il de l'autre côté de la pelouse. Pas encore mort, réponds-je avec ma blague habituelle, et nous rions tous les deux. Le marché est animé et bondé. J'achète des tomates à Ancre, qui les cultivent depuis 30 ans. Elles coûtent 2 fois plus cher qu'au supermarché, mais elles ont un vrai goût, pas le plastique à queue qu'ils vendent dans les magasins. Comment va l'un d'elles, demandant qu'alors que je choisis les 3 fruits les plus rouges. Bien, je réponds. Occupé par le travail et les enfants. Les mensonges sortent facilement. Personne ne veut entendre la vérité, que votre fille unique pense que vous êtes la source de tous ses problèmes et ne vous rend visite que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. En rentrant chez moi, je ressens une légère douleur dans le bras gauche. Ce n'est rien de grave. C'est juste l'âge. Du moins, c'est ce dont je me persuade. Ce genre de douleur survient de plus en plus souvent ces derniers temps, mais je suis trop têtu pour aller chez le médecin. Tout ce que font les médecins, c'est interdire tout ce qui procure du plaisir et prescrire des pilules qui me font me sentir plus mal. Ma maison m'accueille en silence. C'est une maison à 2 étages avec 4 chambres, trop grande pour un vieil homme seul, mais je ne peux me résoudre à la vendre. Chaque poutre, chaque clou de cette maison renferme mes souvenirs. Je me souviens d'avoir calculé la charge sur les planchers, comment j'ai construit la cheminée avec les pierres qu'Éléonore et moi avions ramassées au bord de la rivière. Je me souviens de l'un d'elles apprenant à marcher en se tenant aux rampes que j'avais sculptées dans le chêne. Après la mort d'Éléonore il y a 8 ans, l'un d'elles a insisté pour que je vende la maison et que j'aille dans une maison de retraite. Tu as besoin de soins, papa. Il y aura des gens de ton âge là-bas, a-t-elle dit. Mais je savais qu'elle avait surtout besoin d'argent. Son mari, Richard, est un perdant qui passe d'un emploi à l'autre. Et ma fille a hérité de ma fierté, mais pas de mon sens des affaires. Je jette les tomates sur la table de la cuisine et je vais dans mon bureau, une petite pièce à l'arrière de la maison où sont conservés tous mes papiers et outils. C'est aussi là que se trouve ma vieille table à dessin. Les ordinateurs ne sont jamais devenus mes amis, même si j'ai certainement dû les utiliser au cours de mes dernières années de travail. Au mur est accrochée une photo de moi, d'Éléonore et de l'un d'elles, âgés de 5 ans, devant la maison nouvellement construite. Nous sourions tous et je pense que c'était le dernier sourire sincère de ma fille à mon égard. Déjà au lycée, elle a commencé à prendre ses distances et, à l'âge de 20 ans, elle avait transformé sa déception d'enfance en un ressentiment total envers le monde et surtout envers moi. Je n'ai jamais été un père parfait. Le secteur de la construction était exigeant, surtout au début, lorsque nous joignions à peine les 2 bouts. J'ai manqué quelques spectacles scolaires, quelques réunions parents-professeurs, mais j'ai toujours subvenu aux besoins de la famille. Je me suis toujours assuré que l'un d'elles avait tout ce dont elle avait besoin et plus encore. Éléonore me comprenait. Elle savait que mon travail n'était pas une fuite de ma famille, mais un moyen d'assurer son avenir. L'un d'elles ne voyait que mon absence au dîner. Du placard, je sors un dossier avec le testament et d'autres documents.
Après la dernière dispute avec ma fille, j'ai apporté quelques modifications. Je ne l'ai pas complètement exclue. Elle est mon sang, après tout, mais j'ai protégé la plupart des actifs de son mari peu pratique. J'ai créé une fiducie pour mes petits-enfants, Oliver et Isabella. L'argent servira à leur éducation, pas à une autre des idées commerciales de Richard qui, comme toutes les précédentes, échouera sûrement. La maison était une autre affaire. Après quelques allusions de l'un d'elles sur le fait qu'il serait agréable de vendre cette grande et vieille maison et de déménager dans un endroit plus petit, comprenez, donne-lui l'argent de la vente, j'ai décidé de prendre des précautions. Ayant travaillé toute ma vie dans la construction, je connaissais quelques astuces. Légalement, la maison était désormais protégée de toute tentative de vente sans mon consentement exprès, même si l'un d'elles avait obtenu d'une manière ou d'une autre une procuration. Mon vieil ami et avocat, Terence, m'avait aidé avec tous les documents nécessaires. De retour à la cuisine, je ressens à nouveau la douleur dans mon bras, plus forte cette fois. Elle est accompagnée d'un léger vertige. Je m'agrippe au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Peut-être que je devrais voir un médecin, après tout. Non, c'est juste de la fatigue. J'ai besoin de plus de repos. Je me prépare un déjeuner simple, un sandwich à la dinde et une tomate fraîche. Je mange seul à la grande table en chêne qui accueillait autrefois une famille de 3 personnes et des amis les jours de fête. Maintenant, il n'y a que moi et mes pensées. Après le déjeuner, j'essaie de lire, mais les lettres se brouillent devant mes yeux. La télévision ne propose que de mauvaises nouvelles ou des émissions stupides. Je l'éteins et m'assieds en silence, écoutant le tic-tac de l'horloge sur la cheminée, un cadeau de mariage des parents d'Éléonore qui leur a survécu de plusieurs décennies. Le téléphone sonne brusquement et de manière inattendue. Le nom de l'un d'elles apparaît à l'écran. J'hésite une seconde avant de répondre. « Salut, papa !» Elle dit cela avec ce ton de voix spécial qui sort quand elle a besoin de quelque chose. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien, » je réponds. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui te fait croire que quelque chose ne va pas ?» Elle essaie de paraître blessée, mais ce n'est pas très convaincant. « Je peux juste appeler mon père. »« Bien sûr que tu peux, mais tu n'appelles pas d'habitude. » Pause. Je l'entends soupirer doucement. « D'accord, papa. Je dois te parler de la maison. » Ça y est. Je savais que cette conversation aurait lieu tôt ou tard. Qu'y a-t-il à propos de la maison ? Je demande, même si je connais déjà la réponse. Elle est trop grande pour toi. Tu es là-haut, seul, à monter les escaliers. C'est dangereux à ton âge. J'ai 78 ans, pas 108. Je peux monter les escaliers, sans problème. Mais pense à l'avenir, papa. Si tu vends la maison maintenant, alors que le marché est haut, tu peux acheter quelque chose de plus petit et il te restera encore de l'argent pour. Pourquoi, l'un d'elles ? Je l'interromps. Pour ton mari et sa prochaine idée géniale. Richard essaie juste de subvenir aux besoins de sa famille. Sa voix monte. Contrairement à certains, il est au moins présent dans la vie de ses enfants. Une vieille blessure qu'elle ne manque jamais une occasion d'ouvrir. Je prends une profonde inspiration. À l'un d'elles, je ne vends pas la maison. C'est ma maison. Je l'ai construite et j'y vivrai jusqu'à ma mort. Fin de la conversation. Tu es si égoïste. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Elle crie dans le téléphone. Tu ne penses qu'à toi. Le mal de tête s'aggrave. La pièce commence à tourner légèrement. Je dois y aller, dis-je, sentant que quelque chose ne va pas. Bien sûr, fuis la conversation comme tu le fais toujours, continue-t-elle. Mais sa voix semble maintenant venir de loin. J'essaie de me lever, mais mes jambes me lâchent. Mon téléphone me tombe des mains. La dernière chose que j'entends, c'est l'un d'elles qui crie dans le téléphone. Papa, papa, tu es là. Puis l'obscurité. Allongé sur le sol de mon salon. Je ne peux pas bouger. La moitié de mon corps n'obéit plus et une seule pensée tourne en boucle dans ma tête. Si je meurs maintenant, l'un d'elles aura la maison, et je sais exactement ce qu'elle en fera. La première chose que j'ai réalisée en reprenant connaissance a été le bip rythmé de l'équipement médical. La seconde, c'était l'odeur de désinfectant. Les hôpitaux sentaient la même chose partout. J'étais allongé dans une chambre au mur vert pâle, essayant de me souvenir comment j'étais arrivé là. Une jeune infirmière a remarqué que j'avais ouvert les yeux et s'est approchée du lit. « Monsieur Townsend, vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous » J'ai essayé de répondre, mais je ne pouvais pas parler. Tout ce que je pouvais sortir de ma bouche était un marmonnement confus. La panique m'a saisi. Je ne pouvais pas parler. « Ne vous inquiétez pas » a dit l'infirmière en ajustant l'oreiller sous ma tête. C'est normal après un accident vasculaire cérébral. La parole se rétablit souvent. Le docteur Rivera sera bientôt là pour tout vous expliquer. Accident vasculaire cérébral. Le mot résonnait dans ma tête.
Je me suis souvenu de ma conversation avec l'un d'elles au téléphone. Je me suis souvenu de la faiblesse et des vertiges soudains, puis du vide. Votre voisin vous a trouvé, a poursuivi l'infirmière comme si elle lisait dans mes pensées. Monsieur Abbott, il est passé voir pourquoi vous n'aviez pas rendu sa tondeuse à gazon et vous a vu sur le sol. Vous êtes un homme très chanceux. S'il ne vous avait pas trouvé si rapidement, les conséquences auraient pu être bien pires. Paul, mon bon voisin, disait toujours que je devrais porter ce bouton d'appel d'urgence pour les personnes âgées. Maintenant, je dois admettre qu'il avait raison. Nous avons contacté votre fille, a ajouté l'infirmière. Elle a dit qu'elle serait là dès que possible. J'ai fermé les yeux. L'un d'elles, notre dernière conversation avait été une autre dispute à propos de la maison. Je me demandais si elle était soulagée d'apprendre que j'étais en train de mourir. Peut-être qu'elle est déjà en train de réaménager mentalement les meubles ou de planifier comment elle dépensera l'argent de la vente. Le docteur Rivera s'est avéré être une petite femme aux cheveux noirs courts et au regard sérieux. Elle m'a examiné attentivement, a vérifié la réaction de mes pupilles, a mesuré ma tension artérielle. Monsieur Townsend, vous avez eu un accident ischémique cérébral, a-t-elle dit. Cela signifie que le flux sanguin vers une certaine partie de votre cerveau a été bloqué. Nous avons effectué une thrombolyse, une procédure qui aide à dissoudre le caillot. Vous avez de la chance d'être arrivé à temps. Elle parlait lentement et clairement, comme si j'étais non seulement paralysé, mais aussi dément. Eh bien, peut-être que je l'étais. Le côté droit de votre corps est temporairement paralysé et vous avez une aphasie, un trouble de la parole. Mais avec une rééducation appropriée, il y a de bonnes chances d'une récupération significative. J'ai essayé de hocher la tête, mais même ce simple mouvement était difficile. Vous devez vous reposer. Pendant que vous êtes à l'hôpital, nous commencerons votre rééducation. Ensuite, vous devrez la poursuivre en ambulatoire. Le médecin est parti et je me suis retrouvé seul avec mes pensées dans mon corps à moitié paralysé. Par la fenêtre, je pouvais voir un coin de ciel bleu et la cime des arbres. Le printemps battait son plein. Avril avait toujours été le mois préféré d'Éléonore. Avril, c'est quand la terre se réveille, disait-elle, planifiant avec enthousiasme ce qu'elle planterait dans le jardin. Éléonore. 8 ans ont passé et je lui parle encore dans ma tête. Que dirait-elle maintenant? Probablement qu'elle me gronderait pour avoir ignoré les signes avant-coureurs. Elle avait toujours été plus attentive à la santé, la sienne et la mienne. Gédéon, si je ne t'avais pas obligé à faire des bilans de santé, tu te serais tué avec ton travail il y a longtemps, disait-elle souvent. Et elle avait raison. Après sa mort, je n'ai vu un médecin qu'une seule fois, lorsqu'un rhume m'a traîné pendant 3 semaines et que j'ai commencé à cracher du sang. Il s'est avéré que c'était une pneumonie. Même alors, je ne suis allé chez le médecin que parce que Paul a menacé d'appeler une ambulance si je ne le faisais pas moi-même. Le temps s'étire différemment à l'hôpital. Les minutes s'étirent en heures. Les heures se compressent en secondes. Je somnolais, me réveillais au bruit dans le couloir, me rendormais. Les infirmières entraient, vérifiaient les constantes, faisaient des piqûres. Quelqu'un a apporté le déjeuner, mais je ne pouvais pas manger seul. Une expérience humiliante d'être nourri à la cuillère comme un bébé. L'un d'elles est arrivé vers le soir. J'ai reconnu ses pas dans le couloir. Rapide, déterminée. Elle marchait toujours comme si elle était en retard à une réunion importante. « Papa » s'est-elle exclamée en entrant dans la chambre. « Comment te sens-tu » J'ai essayé de répondre, mais tout ce qui est sorti de ma gorge était un marmonnement rauque. La frustration et la colère m'ont envahi. Un vieil homme impuissant qui ne peut même pas parler. Le médecin a dit que tu avais besoin de temps pour retrouver la parole, a dit l'un d'elles en s'asseyant sur la chaise à côté du lit. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a rendu méfiant. L'inquiétude de l'un d'elles signifiait généralement qu'elle prendrait des décisions sans me demander mon avis. J'ai parlé au docteur Rivera. Elle a dit que tu auras besoin de soins constants après ta sortie. Tu ne peux pas rentrer seul à la maison. J'ai observé son visage. Il n'y avait pas de réelle inquiétude dans ses yeux bruns, si semblables à ceux d'Éléonore. Il y avait une préoccupation professionnelle et autre chose. De l'impatience. Je pense que nous devrions sérieusement envisager une maison de retraite, a-t-elle poursuivi. Tu seras pris en charge par des professionnels, et tu n'aurais pas à t'inquiéter de la maison, des factures, de la cuisine. J'ai essayé de protester, mais tout ce que j'ai obtenu était un marmonnement. L'un d'elles m'a tapoté le bras comme si elle calmait un enfant grincheux. Je sais que tu veux rentrer à la maison, papa, mais sois réaliste. Tu as 78 ans. Tu as eu un accident vasculaire cérébral. Tu ne peux pas vivre seul dans une maison à 2 étages. J'ai fermé les yeux. La colère me battait dans les tempes. La vieille histoire. L'un d'elles essayant de décider pour moi comment je devrais vivre ma vie. Et la maison, encore. Toujours cette fichue maison.
J'ai regardé quelques bons endroits. Elle a ouvert son sac à main et a sorti des brochures sur papier glacé. Celui-ci est particulièrement bien. Les pins d'or. Il y a même une piscine et une bibliothèque. Et ce n'est pas loin de Richard et moi, donc nous pourrons te rendre visite souvent. J'ai eu du mal à ne pas renifler. Il ne me rendait pas visite quand j'habitais à 15 minutes. Pourquoi commencerait-il maintenant? L'un d'elles a continué à parler des avantages des maisons de retraite, mais j'ai arrêté de l'écouter. Mes pensées m'ont ramené dans le temps, à l'époque où j'ai remarqué pour la première fois ce trait de caractère chez ma fille, le désir de tout contrôler, tout le monde. Elle avait 13 ans. Éléonore et moi planifions des vacances en famille, et j'ai demandé à l'un d'elles où elle aimerait aller. Le lac d'Annecy, a-t-elle dit sans hésitation. Mais nous y sommes allés l'année dernière, ai-je objecté. Pourquoi n'essayerions-nous pas quelque chose de nouveau? Que dirais-tu des montagnes? Non, a-t-elle dit. Le lac, c'est mieux. Je peux y faire du ski nautique. Il n'y a rien à faire dans les montagnes. Ta mère adore les montagnes, lui ai-je rappelé. Et tu n'as jamais essayé la randonnée ou l'escalade. Peut-être que tu aimerais. Je n'aimerais pas, a dit l'un d'elles obstinément. Je veux aller au lac. Si nous allons à la montagne, je n'irai pas du tout. Éléonore a essayé de trouver un compromis, mais l'un d'elles était inflexible. Finalement, nous sommes allés au lac. L'année suivante aussi. C'est devenu une habitude. L'un d'elles décidait de ce qu'elle voulait et obtenait gain de cause à tout prix. Quand elle a eu 16 ans, elle a annoncé qu'elle voulait une voiture. Tous mes amis ont une voiture pour leur 16e anniversaire, a-t-elle dit. Nous pouvons t'aider à acheter une voiture d'occasion si tu trouves un travail d'été et que tu économises la moitié du coût, ai-je suggéré. Ce n'est pas juste, m'a-t-elle reproché. Pourquoi devrais-je travailler alors que tu as beaucoup d'argent? Tu es juste avare. Ce n'est pas une question d'argent, l'un d'elles, ai-je expliqué. C'est une question de responsabilité. Quand tu mettras ton propre argent dans la voiture, tu l'apprécieras davantage. Tu ne m'aimes tout simplement pas, a-t-elle dit en claquant la porte de sa chambre. Finalement, Éléonore et moi lui avons acheté une Ford d'occasion sans aucune condition. 3 mois plus tard, l'un d'elles l'a accidenté en essayant de griller un feu rouge. Heureusement, elle n'a pas été blessée, mais la voiture était irréparable. Au lieu d'apprendre sa leçon, l'un d'elles a blâmé les autorités de la circulation pour la mauvaise organisation de l'intersection. Elle ne s'est pas excusée et n'a pas proposé de compenser d'une manière ou d'une autre la perte. Au lieu de cela, elle a commencé à insinuer qu'elle avait besoin d'une nouvelle voiture. Tu l'as gâtée, m'a dit Éléonore à l'époque. Nous l'avons tous les deux fait. Peut-être qu'elle avait raison. J'ai tellement essayé de donner à l'un d'elles tout ce que je n'avais pas eu dans mon enfance que je n'ai pas remarqué comment cela l'a transformée en une personne égoïste. Mon père était plombier. Ma mère travaillait dans une blanchisserie. Nous vivions modestement, mais ils m'ont appris la valeur du travail acharné et de l'argent durement gagné. Quand j'ai eu 12 ans, mon père a commencé à m'emmener travailler avec lui. À 16 ans, je pouvais installer un évier ou réparer une fuite de tuyaux tout seul. C'est mon père qui m'a inspiré à poursuivre une carrière dans la construction. Gédéon, disait-il, il est toujours préférable de construire quelque chose de ses propres mains que de simplement être payé pour s'asseoir dans un bureau. Je suis allé dans une école technique, j'ai étudié l'ingénierie. J'ai travaillé sur des chantiers de construction pour payer mes études. J'ai rencontré Éléonore en 3e année. Elle étudiait la comptabilité. Nous nous sommes mariés 1 an après l'obtention de notre diplôme. Les premières années ont été difficiles. Je travaillais pour une petite entreprise de construction, mais je rêvais d'avoir ma propre entreprise. Éléonore m'a soutenu. Même si cela signifiait que nous devions nous serrer encore plus la ceinture. Quand l'un d'elles est né, j'avais déjà 32 ans. Mon entreprise commençait à peine à se redresser. Je travaillais 12 à 14 heures par jour, y compris souvent les week-ends. En y repensant maintenant, je réalise que j'ai manqué trop de moments importants dans la vie de ma fille. Ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour d'école, tout cela, je ne le connais que par les histoires et les photographies d'Éléonore. Quand l'entreprise s'est finalement stabilisée, il était trop tard. L'un d'elles était devenue une adolescente, renfermée et pleine de ressentiment. Elle ne voulait pas passer de temps avec moi, préférant la compagnie de ses amis ou enfermée avec son téléphone. J'ai essayé d'arranger les choses. J'ai suggéré des voyages communs, j'ai essayé de m'intéresser à ses passe-temps, mais toutes mes tentatives ont été perçues comme maladroites et peu sincères. Tu crois que tu peux acheter mon amour, a-t-elle dit un jour où je lui ai proposé de payer pour un camp d'été d'art qui la passionnait. Où étais-tu quand j'avais vraiment besoin d'un père? C'était douloureux mais juste. Je ne pouvais pas remonter le temps, je ne pouvais pas revenir en arrière et faire des choix différents. Je ne pouvais qu'essayer d'être un meilleur père maintenant. Mais l'un d'elles n'était pas intéressé par la réconciliation. Elle préférait le rôle de victime,
utilisant son enfance malheureuse comme excuse pour toutes ses erreurs et ses échecs. Si j'avais eu un père normal, je ne me serais pas engagé avec un type comme Justine, a-t-elle déclaré après une autre romance universitaire ratée. Quand elle a rencontré Richard, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il avait 8 ans de plus qu'elle, était éloquent et persuasif, mais il avait la même avidité dans les yeux que j'avais vu chez tant d'entrepreneurs ratés que j'avais rencontrés au fil des ans. Il se sert de toi, ai-je averti l'un d'elles après leur 3e rendez-vous. Tu ne lui as même pas donné sa chance, a-t-elle crié. Tu ne veux tout simplement pas que je sois heureuse. Richard a rapidement compris que je l'avais percé à jour et a tout fait pour monter l'un d'elles encore plus contre moi. Ils se sont mariés 6 mois après leur rencontre. J'ai payé pour le mariage, un événement somptueux qu'ils ont insisté pour avoir au country club, même si j'avais suggéré une option plus modeste. Comme je l'avais soupçonné, Richard était un maître dans l'art de dépenser l'argent des autres. Au cours des 5 premières années de leur mariage, j'avais déjà perdu le compte des idées commerciales brillantes dans lesquelles il avait investi mon argent. De l'importation de fruits exotiques à l'investissement dans des crypto-monnaies douteuses. La naissance de nos petits-enfants, Oliver et Isabella, a un peu amélioré nos relations. L'un d'elles m'a permis de les voir, bien que chaque visite soit accompagnée d'allusions transparentes à des difficultés financières. Quand Éléonore est tombée malade d'un cancer, je m'attendais à ce que cela rapproche ma fille et moi. Mais l'un d'elles rendait rarement visite à sa mère à l'hôpital, trouvant toujours des excuses, le travail, les enfants, un rhume. Après la mort d'Éléonore, la pression de l'un d'elles et Richard s'est intensifiée. Ils voulaient que je vende la maison, l'entreprise, tout ce que je possédais, et que j'aille dans une maison de retraite. Ce serait mieux pour tout le monde, disait-il. C'est alors que j'ai décidé de prendre des précautions. Je connaissais assez bien ma fille pour savoir qu'elle n'arrêterait pas. Ses sentiments de ressentiment combinés à la cupidité de Richard étaient une combinaison dangereuse. J'ai vendu l'entreprise à l'un de mes partenaires de longue date. Mais au lieu de mettre l'argent sur un compte ordinaire, j'ai créé plusieurs fiducies et portefeuilles d'investissement. Une partie de l'argent a été placée dans une fiducie pour mes petits-enfants, à laquelle ils n'auront accès qu'à l'âge de 25 ans. L'autre partie, je l'ai investie de manière à pouvoir percevoir un revenu régulier sans toucher au capital. Quant à la maison, j'ai été particulièrement ingénieux. Avec l'aide de Terence, mon avocat et ami depuis l'université, j'ai fait enregistrer la maison comme propriété historique par le biais du Fonds local de préservation architecturale. Cela signifiait que la maison ne pouvait être vendue ou modifiée de manière substantielle sans l'approbation du conseil d'administration de la fondation, qui comprenait bien sûr Terence lui-même. De plus, j'ai installé un système de sécurité de pointe avec des caméras activées par le mouvement qui envoyait des images non seulement à mon serveur domestique, mais aussi à un système de stockage en nuage sécurisé auquel seul Terence et moi avions accès. Peut-être que ces mesures semblaient paranoïaques. Mais des années dans le secteur de la construction m'ont appris à anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Et dans le cas de l'un d'elles, je sentais qu'elle ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'elle pensait lui revenir de droit. « Papa, tu m'écoutes ?» La voix de l'un d'elles me ramena au présent. J'ai ouvert les yeux. Elle était toujours assise à côté de moi, tenant les brochures de la maison de retraite. « Je sais que tu ne peux pas parler pour le moment, mais hoche la tête si tu me comprends, » a-t-elle dit. J'ai hoché la tête faiblement. « D'accord. Je passerai demain et nous continuerons à discuter des options. En attendant, repose-toi. » Elle s'est levée, s'est penchée et m'a donné un rapide baiser sur le front, un geste qui semblait plus une obligation qu'une marque d'affection. Puis elle a quitté la pièce, ses talons claquant à nouveau sur le linoléum. Je suis resté allongé à regarder le plafond. Quelque chose dans son comportement me dérangeait plus que d'habitude. Elle ne m'a pas demandé de mes nouvelles, ne s'est pas renseignée sur mon pronostic de rétablissement. Toute la conversation tournait autour de la maison et du déménagement dans une maison de retraite. Soudain, j'ai compris. L'un d'elles ne voulait pas seulement que je vende la maison. Elle préparait déjà quelque chose, et mon incapacité soudaine tombait à pic pour ses plans. J'ai essayé d'atteindre le bouton d'appel de l'infirmière, mais ma main droite n'obéissait toujours pas. De la gauche, j'ai maladroitement cherché le bouton et j'ai appuyé. 1 minute plus tard, une infirmière est apparue. « Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Townsend? Vous avez mal ?» J'ai secoué la tête et j'ai essayé de dire quelque chose. Rien n'est sorti. « Avez-vous besoin de papier et d'un stylo ?» a-t-elle deviné. J'ai hoché la tête. Elle a apporté un carnet et un stylo. De la main gauche, maladroitement, j'ai griffonné. « Appelez Terence Alt » et j'ai ajouté un numéro de téléphone. « C'est un de vos parents ?» a demandé l'infirmière. J'ai secoué la tête et j'ai écrit « Avocat ». « D'accord, je l'appellerai demain matin » a-t-elle dit. J'ai secoué la tête vigoureusement et j'ai écrit « Maintenant, urgent ». L'infirmière a semblé perplexe,
mais elle a hoché la tête. D'accord, j'appelle maintenant, mais il se fait tard, monsieur Townsend. Je devrais peut-être laisser un message. J'ai hoché la tête, me sentant un peu soulagé. Peut-être que je suis paranoïaque. Peut-être que l'un d'elles s'inquiète vraiment pour mon bien-être. Mais mon instinct, qui m'avait rarement fait défaut toutes ces années, criait au danger. J'ai donc appris à faire confiance à mon instinct. Le 3e jour à l'hôpital a apporté une nette amélioration. Le matin, j'ai découvert que je pouvais bouger les doigts de ma main droite. Pas beaucoup, mais c'était un progrès. La parole aussi revenait progressivement. Les mots sortaient confus, lents, mais je pouvais dire des phrases simples. Vasta Novolelin va bien, ai-je dit avec difficulté à l'orthophoniste. Une jeune femme nommée Samantha qui venait 2 fois par jour pour des séances. C'est super, monsieur Townsend. Elle a souri largement. Vous progressez plus vite que beaucoup de mes patients. Continuez comme ça et bientôt vous pourrez parler presque normalement. Terence est arrivé vers midi. Grand, mince, avec des cheveux argentés et le dos droit. Il avait toujours l'air d'un homme à qui on pouvait confier les cas les plus difficiles. C'est pourquoi il était un avocat si brillant. Gédéon, vieux renard, a-t-il dit en s'asseyant à côté du lit. Que as-tu encore fait? AVC, ai-je réussi à dire en essayant de sourire. Ouais, a dit l'infirmière. Tu m'as fait peur. Ses yeux derrière ses lunettes élégantes à monture fine scrutaient mon visage. Elle a aussi dit que tu avais insisté pour que je t'appelle d'urgence. Que s'est-il passé? L'un d'elles, ai-je dit. Maison. Terence a froncé les sourcils. Tu penses qu'elle prépare quelque chose avec ta maison? J'ai hoché la tête. Elle est venue. Elle parlait de la maison des personnes âgées. Terence a sorti un carnet et un stylo de sa mallette. Tiens, ce sera plus facile. J'ai pris le stylo de la main gauche et j'ai écrit maladroitement. Vérifier les caméras de la maison. Terence a hoché la tête. Je le ferai. Tu veux que je regarde les enregistrements de sécurité? J'ai hoché la tête. Et tes dossiers? Sont-ils toujours dans le coffre-fort du bureau? J'ai de nouveau hoché la tête et j'ai ajouté. La clé est dans le livre, Moby Dick. Terence a souri. Un endroit classique pour une clé. Ne t'inquiète pas, je vérifierai tout. Si l'un d'elles prépare quelque chose, nous serons prêts. Il est resté un peu plus longtemps, parlant de tout et de rien. Sa nouvelle voiture, son petit-fils qui part à l'université, comment sa femme avait enfin pris sa retraite et le harcelait maintenant pour voyager. Quand il est parti, j'étais un peu soulagé. Terence n'était pas seulement mon avocat, mais l'un de mes rares vrais amis. Je savais qu'il s'occuperait de tout. Après le déjeuner, le kinésithérapeute est entré, une femme énergique d'âge moyen qui m'a fait faire une série d'exercices pour retrouver ma mobilité. Le soir, j'étais épuisé et je me suis endormi juste après le dîner. Je me suis réveillé au son de la sonnerie de mon téléphone portable, que l'infirmière avait laissé sur la table de chevet à côté de mon lit. Le nom de l'un d'elles est apparu à l'écran. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. « Papa, c'est toi ?» La voix de ma fille semblait inhabituellement excitée. « Oui » ai-je répondu, en essayant de parler aussi clairement que possible. « Oh, tu peux déjà parler. C'est merveilleux. » Il n'y avait pas de joie sincère dans sa voix, seulement de la nervosité. « Papa, j'ai une nouvelle incroyable. Tu ne vas pas le croire. » J'ai attendu sans l'interrompre. « Je me marie, a-t-elle lâché. »« Tu es déjà marié ?» ai-je dit lentement, sentant ma perplexité grandir. « Non, je veux dire, oui, mais Richard et moi avons décidé de renouveler nos vœux, d'avoir un deuxième mariage, tu sais, et j'ai pensé, pourquoi ne pas le faire maintenant pendant que tu te rétablis? Ça te donnera une motivation supplémentaire pour aller mieux. » Je n'ai rien dit. L'un d'elles avait toujours été une mauvaise menteuse. Quand elle était nerveuse, sa voix devenait plus aiguë et son débit de parole s'accélérait. Maintenant, elle jacassait presque. « Et papa, je sais que tu vas être surpris, mais j'ai vendu ta maison et ta voiture. » Ça y est. Je m'attendais à quelque chose comme ça, mais j'ai quand même senti le sang me monter au visage de colère. Quoi? Ai-je lâché? Oui, je sais que c'est soudain, mais comprends que c'est la meilleure solution. Le médecin a dit que tu ne peux pas vivre seul après un accident vasculaire cérébral. Tu as besoin de soins constants et les Pins d'Or est un endroit formidable. Je t'ai montré la brochure, tu te souviens? Mais il y a un gros acompte et les frais mensuels sont aussi très élevés. Elle parlait vite, comme si elle avait peur que je l'interrompe. Alors, j'ai décidé d'agir rapidement. Le marché immobilier est en plein essor et ta maison s'est vendue à un prix exceptionnel. Tu ne le croiras pas. 850 000. C'est beaucoup plus que ce que nous espérions. Et ta vieille Cadillac a été achetée par un collectionneur qui a payé 32 000 €. Tu te rends compte?
J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Tu n'as pas le droit. Je luttais avec chaque mot, mais j'étais déterminé à m'exprimer. Papa, je sais que tu es contrarié. Sa voix est devenue insinuante. Mais c'est vraiment la meilleure solution. L'argent servira à payer ton séjour à l'Épin d'Or, et le reste de l'argent sera conservé sur un compte spécial pour tes dépenses supplémentaires. Tout ira bien. Tu verras. Lindell, j'ai fait une pause, rassemblant mes forces. Tu as commis une grave erreur. Il y a eu un silence au bout du fil. Que veux-tu dire, a-t-elle finalement demandé, un ton défensif dans la voix. Tu n'as pas le droit de vendre ma maison, ai-je dit lentement mais fermement. Ce n'est pas légal. Papa, ne sois pas idiot. Je suis ta fille et ta seule parente. Qui d'autre va s'occuper de toi et de tes biens quand tu es dans cet état? Un représentant légal. Une fiducie. Tu n'as rien. Encore une pause, plus longue. Papa, écoute. Son ton a changé, presque menaçant. Les acheteurs ont déjà versé un acompte. Les contrats sont signés. Tu ne peux pas simplement tout annuler. Je peux, ai-je dit. Et je le ferai. Tu ne comprends pas. Elle criait presque maintenant. Nous avons déjà dépensé une partie de l'argent. L'acompte pour l'Épin d'Or a été versé, et il n'est pas remboursable. Vos problèmes. Je commençais à me sentir fatigué, mais j'étais déterminé à mettre fin à cette conversation. C'est aussi ton problème, papa. Si tu annules la vente, nous devrons poursuivre les acheteurs. Ça te coûtera beaucoup d'argent et de nerfs. Dans ton état, ça pourrait provoquer un autre accident vasculaire cérébral. Maintenant, elle essayait de m'intimider. Tactique typique de l'un d'elles. Si les choses ne vont pas dans son sens, faire pression par la culpabilité ou la peur. D'accord, ai-je dit en prenant une profonde inspiration. Mais il y a une chose que tu n'as pas prise en compte. Que veux-tu dire? Il y avait de l'irritation dans sa voix. Il y a des caméras cachées dans ma maison, ai-je dit lentement. Tout ce que tu fais est enregistré. Quoi? A-t-elle presque crié. Ah, mon avocat a déjà déposé une plainte auprès de la police. Fraude. Vente abusive de biens. Il y a eu un silence assourdissant. Je pouvais presque voir l'un d'elles réfléchir frénétiquement à sa situation, essayant de trouver une issue. Tu bluffes, a-t-elle finalement dit, mais sa voix tremblait. Il n'y a pas de caméra dans ta maison. Si, ai-je répondu avec assurance. Dans l'entrée, dans le salon, dans mon bureau et dans le jardin. C'était vrai. Après une série de cambriolages dans notre quartier il y a quelques années, j'avais installé un système de sécurité de pointe. Les caméras étaient petites et discrètes, mais elles enregistraient tout en haute qualité. Les enregistrements étaient stockés non seulement sur le serveur domestique, mais aussi dans le cloud, auquel Terence et moi avions accès. Je ne le crois pas, a dit l'un d'elles. Mais sa voix semblait moins assurée. Tu as toujours été contre ce genre de choses. Tu disais que c'était une atteinte à la vie privée. Les gens changent, ai-je dit, surtout quand ils sont volés par leurs propres enfants. Je l'ai entendu prendre une forte inspiration. Je ne te volais pas. J'essayais d'aider. Tu ne peux pas vivre seul après un accident vasculaire cérébral. C'est dangereux. Ce n'est pas à toi de décider. Alors qui? Qui va s'occuper de toi? Qui va cuisiner, nettoyer, s'assurer que tu prends tes médicaments? Je trouverai de l'aide, ai-je dit. Avec mon propre argent, pas le tien. Papa, tu ne comprends pas. Sa voix est devenue suppliante. Nous faisions ça pour ton bien. Nous, ai-je interrogé. Richard est aussi dans le coup. L'un d'elles s'est tu, et la pause a été assez longue pour une réponse. Bien sûr, ai-je poursuivi. C'était l'idée de qui? La tienne ou la sienne? Ça n'a pas d'importance, a-t-elle marmonné. Nous sommes une famille. Nous prenons les décisions ensemble. Une famille ne se vole pas. Papa, écoute. L'un d'elles a commencé. Mais je l'ai interrompu. Non, toi, écoute. Je vais te donner une chance. Je veux récupérer mon acompte. Explique. Tu as fait une erreur. C'est impossible, s'est-elle exclamée. Je t'ai dit que nous avions déjà dépensé une partie de l'argent. Pourquoi? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Pause. Pour l'acompte de l'Épin d'Or. Mensonge, ai-je dit. Pourquoi exactement? Une autre longue pause. Richard avait des dettes, a-t-elle finalement dit doucement. Nous avons utilisé une partie de l'argent pour les rembourser, mais ce n'est que temporaire. Nous rembourserons tout dès que sa nouvelle entreprise commencera à faire des bénéfices. J'ai souri amèrement. Une autre des brillantes idées commerciales de Richard. Combien y en a-t-il eu déjà? 10? 15? Tout ont échoué. Quelle entreprise cette fois-ci? Ai-je demandé, sans cacher mon sarcasme.
L'importation de matériaux de construction écologique de Scandinavie, a répondu rapidement l'un d'elles. C'est un marché en pleine croissance. Richard a déjà trouvé des fournisseurs et négocie avec des promoteurs locaux. Dans quelques mois, nous triplerons le montant investi. C'était la même vieille rengaine. De grandes promesses, une connaissance minimale du marché, un manque total d'expérience dans le domaine choisi. Du Richard tout craché. Combien as-tu pris? Ai-je demandé. Quoi? Combien d'argent as-tu dépensé jusqu'à présent? L'un d'elles a hésité. 100 000 euros, a-t-elle finalement admis. Mais nous le récupérerons. Je le jure, papa. 100 000 euros. L'argent qu'ils m'ont volé en vendant ma maison sans mon consentement. Ma propre fille. Tu as 3 jours, ai-je dit, ma colère me battant dans les tempes. Récupère l'argent et annule la vente, sinon je ne déposerai pas de plainte à la police. Tu ne feras pas ça. Sa voix semblait moins assurée. Tu n'enverrais pas ta propre fille en prison. Et c'est moi. Papa, pense aux petits-enfants. Que arrivera-t-il à Oliver et Isabella si leur mère va en prison? C'est la dernière arme de l'un d'elles. Mes petits-enfants. Les seules personnes dans ce monde, à part Éléonore, que j'aimais inconditionnellement. Ils s'en porteront mieux sans une mère pour leur apprendre à se battre, ai-je dit. Bien que mes entrailles se soient nouées à l'idée de ce que cela ferait aux enfants. Un monstre, a crié l'un d'elles. Tu l'as toujours été. Toute ma vie, tu n'as pensé qu'à toi, à ton argent, à ta précieuse maison. Jamais à moi, jamais à notre famille. Vieilles accusations, vieilles rancunes. Je les ai entendues 1000 fois. 3 jours, ai-je répété. Après ça, je parlerai à la police. Papa, s'il te plaît. Sa voix est soudainement devenue pitoyable. Nous ne pouvons pas récupérer l'argent si vite. Donne-nous au moins un mois. 3 jours. J'étais inflexible. Et pas de contact avec les acheteurs de la maison. Mon avocat est déjà en contact avec eux. C'était un bluff. Je ne savais pas si Terence avait déjà parlé aux acheteurs, mais l'un d'elles n'avait pas besoin de le savoir. C'est impossible, s'est-elle exclamée à nouveau. Où allons-nous trouver 100 000 euros en 3 jours? Vends ta maison, ai-je suggéré. Ou la voiture de Richard, celle que je lui ai offerte pour Noël. Tu sais bien que nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons un prêt immobilier. Les enfants vont dans une école privée. Pas mon problème. Je sentais la fatigue venir par vagues. La conversation me coûtait. 3 jours, l'un d'elles. N'appelle pas tant que tu n'es pas prête à rembourser l'argent. Papa, attends. Elle semblait désespérée. Parlons-en. Il doit y avoir une sorte de compromis. Un compromis était possible avant que tu ne vendes ma maison dans mon dos, ai-je dit. Il est trop tard maintenant. Mais je suis ta fille, s'est-elle exclamée. Ta seule fille. Tu m'enverrais en prison pour de l'argent. Pas pour de l'argent, ai-je dit. Pour une trahison. Sur ces mots, j'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel. Le téléphone a immédiatement sonné à nouveau, mais je n'ai pas répondu. Après la 3e sonnerie, il s'est tu. Je me suis adossé aux oreillers, ressentant un mélange de colère, de frustration et de profonde tristesse. Ma propre fille, ma chair et mon sang, la seule personne vivante qui me liait à Éléonore. Que ai-je fait de mal? Ou ai-je fait une erreur dans son éducation? Lui ai-je vraiment accordé trop peu d'attention? Ou au contraire, l'ai-je trop gâté? Ne lui ai-je pas appris à apprécier ce que l'on a? Ne lui ai-je pas montré que dans la vie, il faut gagner, pas seulement prendre? Le téléphone a de nouveau sonné. C'était Terence cette fois. Gédéon, a-t-il dit sans préambule. J'ai examiné les enregistrements de sécurité. L'un d'elles a bien fait venir des gens à la maison, des acheteurs potentiels, et un homme en costume, peut-être un agent immobilier ou un notaire. Je sais, ai-je dit. Elle a appelé. Elle a vendu la maison pour 850 000 euros et la voiture aussi. Bon sang, a juré Terence. Sans procuration, sans ton consentement, c'est de la fraude. Oui, je lui ai donné 3 jours pour récupérer l'argent et annuler la transaction. Ensuite, nous irons à la police. Terence, sais-tu? Es-tu sûr de vouloir t'engager dans cette voie, Gédéon? C'est ta fille. J'en suis sûr, ai-je dit fermement. Elle doit comprendre que les actions ont des conséquences. D'accord. Terence a soupiré. Je vais contacter les acheteurs de la maison et leur expliquer la situation. Ils annuleront probablement le contrat eux-mêmes lorsqu'ils apprendront que l'un d'elles n'avait pas le droit de vendre la propriété. Merci. Et la voiture? Même chose. Compris. Je m'en occupe. Repose-toi et reprends des forces. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai posé mon téléphone sur la table de chevet. Dehors, le crépuscule tombait. La journée touchait à sa fin. L'une des journées les plus difficiles de ma vie.
Une infirmière a jeté un coup d'œil dans la chambre pour me faire mon injection du soir. « Est-ce que tout va bien, monsieur Townsend ?» a-t-elle demandé en remarquant l'expression de mon visage. « Vous avez l'air contrarié. »« Des problèmes de famille, » ai-je répondu. Elle a hoché la tête avec compréhension. « Elle est plus difficile, mais vous vous rétablissez très bien. Le docteur Rivera dit que si vous continuez comme ça, vous devriez pouvoir sortir dans une semaine. » J'ai hoché la tête, me demandant ce qui m'attendait à la maison. Ou plutôt, la maison m'attendait-elle? L'un d'elles tiendrait-elle sa parole et annulerait-elle la vente? Ou déciderait-elle que je bluffais autant qu'elle? Qui aurait cru qu'à 78 ans, je devrais me battre contre ma propre fille pour le droit de vivre dans une maison que j'ai construite moi-même? La vie est pleine d'ironie. J'ai fermé les yeux, sentant que le médicament administré par l'infirmière commençait à faire effet, me plongeant dans une torpeur somnolente. Ma dernière pensée avant de m'endormir fut pour Éléonore. Que dirait-elle en voyant ce que notre fille était devenue? Et que me conseillerait-elle de faire? Je ne connaissais pas la réponse, mais j'étais sûr d'une chose. Je ne laisserais pas l'un d'elles m'enlever la dernière chose qui me reliait au passé, à la vie que nous avions construite avec Éléonore, même si je devais envoyer ma propre fille en prison pour le faire. Le lendemain matin apporta de la clarté à la fois dans ma tête et dans le temps. La lumière du soleil entrait par la fenêtre de la chambre d'hôpital, formant un rectangle doré sur le sol. Ma parole continuait de s'améliorer. Les mots sortaient encore plus lentement que d'habitude, mais sans les pauses douloureuses entre les syllabes. Ma main droite allait mieux aussi, bien que mes doigts soient encore maladroits. À 10 heures du matin, une infirmière est entrée dans la chambre. « Monsieur Townsend, vous avez des visiteurs. 2 hommes, dont l'un s'est présenté comme votre avocat. »« Faites-les entrer, » ai-je répondu en me redressant sur les oreillers. Terence est entré le premier, impeccablement habillé comme toujours, portant une mallette en cuir foncé. Il était suivi d'un inconnu, un homme corpulent d'une 40aine d'années en costume bleu foncé. Son regard las et sa posture droite lui donnaient l'air d'un policier, même sans uniforme. Gédéon. Terence m'a serré la main gauche. C'est l'inspecteur Harris de la brigade financière. L'inspecteur a hoché la tête et m'a également serré la main. Monsieur Townsend. Je suis heureux de voir que vous allez mieux. Monsieur Holt m'a parlé de votre situation. J'ai besoin de vous poser quelques questions si cela ne vous dérange pas. Bien sûr. J'ai montré les chaises près du lit. Asseyez-vous. Ils se sont assis l'un à côté de l'autre et l'inspecteur a sorti un petit carnet. Monsieur Townsend, confirmez-vous que votre fille, Lindell Coleman, a vendu votre maison et votre voiture sans votre consentement ni votre connaissance? Oui, ai-je répondu fermement. Elle m'a appelé hier et me l'a annoncé comme un fait accompli. Madame Coleman avait-elle des droits légaux pour disposer de vos biens? Procuration, copropriété, quelque chose comme ça? Non. Je ne lui ai jamais donné de procuration. La maison et la voiture sont enregistrées à mon nom uniquement. Harris a pris une note dans son carnet. Selon Monsieur Holt, vous avez des enregistrements vidéo de Madame Coleman faisant visiter votre maison à des acheteurs potentiels. J'ai regardé Terence et il a hoché la tête. Oui, j'ai un système de vidéosurveillance installé. Monsieur Holt a examiné les enregistrements et peut vous les fournir. Il l'a déjà fait, a ajouté Terence. J'ai envoyé les fichiers à l'inspecteur Harris ce matin. Harris a de nouveau hoché la tête. Monsieur Townsend, savez-vous qui a acheté votre maison? Avez-vous des informations sur les acheteurs? Non, j'ai secoué la tête. L'un d'elles a seulement dit qu'elle avait vendu la maison pour 850 000 € et la voiture pour 32 000 €. Elle n'a donné aucun détail sur les acheteurs. Je vois. L'inspecteur a pris une autre note. Et savez-vous où se trouve l'argent de la vente maintenant? J'ai soupiré. L'un d'elles a admis qu'elle et son mari avaient déjà dépensé 100 000 € pour rembourser certaines dettes de son mari et financer sa nouvelle entreprise. Le reste, je suppose, est toujours en leur possession. Harris a haussé les sourcils. Donc, non seulement ils ont vendu illégalement votre propriété, mais ils ont déjà dépensé une partie de l'argent. Exactement, ai-je confirmé. L'inspecteur a fermé son carnet. Monsieur Townsend. Sur la base des informations et des preuves vidéo fournies, nous avons toutes les raisons de porter des accusations criminelles contre votre fille pour fraude et détournement de biens. Ce sont des accusations graves qui pourraient entraîner une peine de prison. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? J'ai senti une lourdeur dans ma poitrine. C'est une chose de menacer l'un d'elles avec la police, en espérant qu'elle revienne à la raison. C'en est une autre de poursuivre réellement sa propre fille. Monsieur Holt a dit que vous aviez donné 3 jours à Madame Coleman pour rendre l'argent et annuler les transactions. A poursuivi Harris. Est-ce exact? Oui, ai-je confirmé. Hier, je lui ai dit que si elle réglait les choses dans les 3 jours,
je n'irai pas à la police, mais franchement, je ne crois pas qu'elle puisse le faire. Nous avons déjà contacté les acheteurs de la maison, a ajouté Terence. La famille Bennett. Ils ont été choqués d'apprendre que l'un d'elles n'avait pas le droit de vendre la maison. Ils sont prêts à annuler la transaction, mais ils veulent récupérer leur acompte. 120 000 euros. Et la voiture, ai-je demandé. À l'acheteur de la Cadillac est un collectionneur de Rouen. Il est également prêt à rendre la voiture, mais il veut aussi récupérer son argent. J'ai hoché la tête. C'était logique. Mais si l'un d'elles et Richard ont déjà dépensé 100 000. Exactement. Terence avait l'air inquiet. Ils devront trouver cet argent quelque part pour rembourser les acomptes. L'inspecteur Harris a fermé le carnet et l'a rangé dans la poche intérieure de sa veste. Monsieur Townsend, je comprends que c'est une situation délicate étant donné que nous parlons de votre fille. Alors, ce que je propose, c'est ceci. Nous préparons tout pour porter plainte, mais nous attendrons 3 jours comme vous et votre fille en avez convenu. Si d'ici là, elle a rendu l'argent et annulé les transactions, vous pouvez décider de ne pas porter plainte. Sinon, nous procéderons. Merci. J'étais reconnaissant de cette approche. Mais je veux que vous sachiez que je suis sérieux dans mes intentions. Si l'un d'elles ne règle pas les choses, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je comprends. L'inspecteur a hoché la tête. Nous vous tiendrons informés. Rétablissez-vous bien, monsieur Townsend. Après le départ de l'inspecteur, Terence est resté. Il avait l'air inquiet. Gédéon, es-tu vraiment prêt à envoyer l'un d'elles en prison? J'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment avant de répondre. Tu sais, Terence, quand Éléonore était mourante, elle m'a fait promettre. Prends soin de notre petite fille, a-t-elle dit. Toutes ces années, j'ai essayé d'honorer cette promesse. J'ai donné de l'argent à l'un d'elles quand elle en avait besoin. J'ai aidé pour l'acompte de leur maison. J'ai payé l'école privée des petits-enfants. Et qu'ai-je obtenu en retour? Une fille qui attend que je meure pour toucher son héritage. Et quand je tombe malade, essaie de voler tout ce que j'ai. Terence a écouté en silence. Peut-être que j'ai été un mauvais père, ai-je poursuivi. Peut-être que j'ai trop travaillé et que je n'ai pas passé assez de temps avec elle quand elle était enfant. Mais cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. Parfois, je pense que la meilleure chose que je puisse faire pour elle maintenant, c'est de lui montrer que les actions ont des conséquences, même si ces conséquences sont douloureuses. Je comprends, a dit Terence doucement. Mais la prison, Gédéon, ça pourrait ruiner sa vie. Et elle n'a pas pensé à ruiner ma vie, ai-je objecté. La maison que j'ai construite de mes propres mains. Les souvenirs de la vie avec Éléonore, tout ce qui me restait. Elle était prête à me l'enlever, et elle n'y a même pas pensé à 2 fois. Terence a soupiré. Je ne discute pas avec toi. Je veux juste m'assurer que tu sais ce que tu fais. Je le sais, ai-je dit fermement. Et je lui donne encore une chance de réparer les choses. Si elle trouve un moyen de récupérer l'argent et d'annuler les transactions, tant mieux. Sinon, qu'elle assume la responsabilité de ses actes. Vers le soir, Paul, mon voisin, m'a rendu visite. Il a apporté un panier de fruits et m'a dit qu'il avait vu des choses être sorties de ma maison, y compris une horloge ancienne de la cheminée, un cadeau de mariage des parents d'Éléonore. J'ai immédiatement appelé Terence, qui a promis de vérifier les prêteurs sur gage et les antiquaires locaux. Plus tard, l'un d'elles a appelé, sa voix paniquée. « Papa, la police est venue nous voir. Ils posaient des questions sur la maison, sur la vente. Qu'est-ce qui se passe? » Je t'avais prévenu, ai-je répondu calmement. Si tu n'annules pas la transaction et ne rends pas l'argent, j'irai à la police. Mais ils sont déjà là, s'est-elle exclamée. Ils ont dit qu'ils pourraient porter plainte pour fraude contre moi. C'est un crime, papa. Oui, la fraude est un crime, ai-je convenu. Et c'est exactement ce que tu as commis. Elle a commencé à menacer, à supplier, à m'accuser de cruauté, me rappelant mes petits-enfants, mais j'étais inflexible. Tu as 2 jours pour rendre l'argent et annuler les transactions, sinon il y aura des conséquences. Richard a appelé ensuite, essayant de trouver un compromis. Il a même proposé de vendre leur maison pour rendre l'argent aux acheteurs. Mais quand j'ai mentionné les objets sortis de la maison, en particulier la montre, il a semblé vraiment surpris. Je n'étais pas au courant de ça, a-t-il marmonné. L'un d'elles a dit qu'elle allait seulement prendre des photos et des objets personnels qui lui appartenaient. Le lendemain matin, Terence est arrivé avec des nouvelles. Il avait trouvé ma montre chez un antiquaire. L'un d'elles l'avait vendue pour 8 000 euros. De plus, elle avait retiré 200 000 euros du compte joint. Gédéon, je ne veux pas t'alarmer, mais il est possible que l'un d'elles prévoie de s'enfuir, a dit Terence. Le même jour, l'inspecteur Harris a déclaré qu'ils avaient ouvert une enquête officielle.
L'un d'elles a été prise en photo et ses empreintes digitales ont été relevées pour le dossier de la police. Elle a été libérée sur parole, mais si elle ne rendait pas l'argent et n'annulait pas les transactions dans le délai imparti, elle serait accusée de fraude, de vol et de détournement de biens. Ce soir-là, l'un d'elles est arrivé à l'hôpital, pâle, les yeux rougis par les larmes. « Papa, tu ne peux pas me faire ça », a-t-elle dit en s'asseyant à côté du lit. « Ça ruinerait ma vie. Pense aux enfants. » « Tu aurais dû penser aux enfants avant de commettre le crime, ai-je répondu. Je ne voulais pas te faire de mal, sa voix tremblait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Richard a dit que c'était une excellente occasion, que nous pourrions enfin nous sortir de nos dettes, que tu ne pouvais de toute façon pas vivre seul après ton accident vasculaire cérébral. Et tu as décidé que la meilleure solution était de vendre ma maison dans mon dos. J'ai secoué la tête. L'un d'elles, tu aurais pu simplement me parler, demander de l'aide. J'aurais écouté. Tu n'écoutes jamais, s'est-elle exclamée. Tu fais toujours les choses à ta façon, comme tu le fais maintenant. J'ai souri amèrement. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Deux personnes têtues, deux Townsend, incapables de céder. Que veux-tu de moi, a-t-elle finalement demandé. Je veux que tu rendes tout l'argent, que tu annules les transactions et que tu rendes toutes les choses que tu as prises dans la maison, ai-je répondu. Y compris la montre que tu as vendue. Je ne peux pas, a-t-elle murmuré. L'argent, la plus grande partie a déjà été dépensée ou transférée dans les investissements de Richard. Et la montre, le magasin l'a déjà vendue à un collectionneur. J'ai fermé les yeux, sentant tout à l'intérieur se serrer de douleur. La montre qui signifiait tant pour Éléonore et moi était maintenant en possession d'un étranger. Alors je ne peux pas t'aider, ai-je dit. Il y a des conséquences, l'un d'elles. Il y en a toujours. Vas-tu vraiment laisser ta fille être envoyée en prison? Sa voix était à peine audible. Non, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Je ne vais pas te laisser aller en prison. Tu en vois toi-même par tes actions et ton refus de défaire ce que tu as fait. L'un d'elles s'est levé, les larmes coulant sur ses joues. Tu ne m'as jamais vraiment aimé, a-t-elle dit. Tu t'es toujours plus soucié de l'argent, du travail, de la maison, de tout sauf de moi. Ce n'est pas vrai, ai-je dit doucement. Je t'aimais plus que tout au monde. Je t'aime toujours. C'est pourquoi je ne peux pas te laisser ruiner ta vie en pensant que tu peux voler et tricher en toute impunité. Au revoir, papa, a-t-elle dit, et elle est sortie de la chambre sans se retourner. Je savais que je ne la reverrais probablement jamais, du moins pas à l'extérieur. Cette pensée me déchirait le cœur, mais j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. Parfois, l'amour signifie permettre à une personne de faire face aux conséquences de ses actes, même si ces conséquences sont douloureuses, surtout si ces conséquences sont douloureuses. Vendredi, le jour de ma sortie de l'hôpital, était clair et chaud. Le docteur Rivera m'a fait un dernier examen, hochant la tête avec satisfaction alors que je levais sans effort mon bras droit et répondais de manière cohérente à toutes ses questions. Monsieur Townsend, votre rétablissement progresse à un rythme impressionnant, a-t-elle dit en prenant des notes dans mon dossier. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire. Vous devez continuer l'orthophonie 2 fois par semaine et la kinésithérapie 3 fois par semaine, et comme nous en avons discuté, vous ne devriez pas être seul de sitôt. J'ai engagé une infirmière, ai-je répondu. Elle viendra pendant la journée et mon colocataire, Paul, restera avec moi la nuit, du moins au début. Le docteur Rivera a hoché la tête. Bien. Je vais rédiger toutes les ordonnances et les lettres de recommandation nécessaires. Je vous verrai dans 2 semaines pour un contrôle. Paul est venu me chercher vers midi. Sa vieille Ford s'est arrêtée à l'entrée de l'hôpital et il m'a aidé à m'installer sur le siège passager, mettant mon fauteuil roulant dans le coffre. Les médecins avaient insisté pour que je l'utilise la première fois, même si je pouvais déjà marcher de courtes distances par moi-même. Comment ça fait de revenir dans le monde des vivants? A demandé Paul en sortant du parking de l'hôpital. C'est bizarre, ai-je admis. J'ai eu l'impression que ça a duré des mois, pas des jours. Nous avons traversé les rues familières d'Aix-en-Provence, devant le campus universitaire avec ses vieux bâtiments, devant les cafés remplis d'étudiants, devant le parc où Éléonore et moi nous promenions souvent le week-end. La ville vivait sa vie normale, ignorant le drame qui se jouait dans ma famille. Avez-vous eu des nouvelles de Terence? Ai-je demandé en regardant par la fenêtre. Paul a hésité à répondre. Oui, il a appelé ce matin. Il voulait venir à l'hôpital, mais je lui ai dit que j'étais en route pour venir te chercher. Il nous attendra chez toi. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a mis mal à l'aise. Quelque chose ne va pas. Je préférerais que Terence te le dise, a dit Paul évasivement, et j'ai décidé de ne pas insister. Quand nous sommes arrivés chez moi, la voiture de Terence était devant le portail et une voiture de police était garée à côté. Mon cœur s'est serré. Quelque chose s'était manifestement passé.
Terence et l'inspecteur Harris attendaient sur le porche. Tous deux avaient l'air sérieux. Gédéon. Terence m'a aidé à sortir de la voiture et à m'installer dans le fauteuil roulant. C'est bon de te voir à la maison. Que s'est-il passé? Je n'ai pas perdu de temps avec les politesses. Terence et l'inspecteur se sont regardés. Entrons, a suggéré Harris. Ma maison m'a accueilli avec le silence et une légère odeur de poussière. Tout semblait identique au jour où l'ambulance m'a emmené. Le même désordre sur la table basse, le même livre ouvert au milieu posé sur le bras du fauteuil. Seule l'horloge manquait sur la cheminée. Son absence était douloureusement frappante. Nous nous sommes installés dans le salon. Paul a fait du café pour tout le monde, et j'ai attendu impatiemment une explication. Gédéon, a finalement commencé Terence. Nous avons un problème. L'un d'elles a disparu. Que veux-tu dire, disparu? J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Elle ne s'est pas présentée à son rendez-vous prévu au poste de police hier, a expliqué l'inspecteur Harris. Nous avons envoyé une patrouille chez elle, mais il n'y avait personne. Les voisins ont dit qu'ils l'avaient vue, elle et son mari, chargés des valises dans la voiture il y a 2 jours. Ils ont dit qu'ils allaient chez un parent pour le week-end. Les enfants sont avec eux, ai-je demandé, en pensant aux petits-enfants. Oui. Harris a hoché la tête. Nous avons vérifié. Les enfants ne se sont pas présentés à l'école jeudi et vendredi. Nous avons également découvert que l'un d'elles a fermé tous ses comptes bancaires et retiré tout son argent en espèces, a ajouté Terence, et a vendu sa voiture via un site de petites annonces gratuites. L'acheteur a confirmé qu'il avait payé en espèces. Je me suis adossé à ma chaise, essayant de comprendre ce que j'avais entendu. L'un d'elles s'était enfui. Avec mon argent, avec mes petits-enfants, probablement pour toujours. Nous avons lancé un avis de recherche, a déclaré l'inspecteur Harris. Mais s'ils ont franchi les frontières de l'État, ou pire, les frontières du pays, ils seront plus difficiles à trouver. Vous pensez qu'ils ont peut-être quitté le pays? J'ai senti la panique monter en moi. C'est possible, a admis Harris. Nous n'avons pas de traces de billets d'avion achetés à leur nom, mais ils auraient pu utiliser des transporteurs privés ou traverser la frontière vers l'Espagne en voiture. J'ai fermé les yeux, ressentant un mélange de colère et de profonde tristesse. Une partie de moi voulait crier de rage. L'autre partie, celle qui était encore un père, s'inquiétait pour l'un d'elles et les petits-enfants. Et maintenant, ai-je demandé en ouvrant les yeux. Nous continuerons à chercher, m'a assuré Harris. Mais je dois être honnête. S'ils sont bien préparés à fuir, les trouver peut être difficile. Et ma maison? Ma voiture? Je me suis souvenu du problème immédiat. La bonne nouvelle, c'est que la vente de la maison n'a pas été finalisée, a dit Terence. Les acheteurs, la famille Bennett, ont accepté de retirer leur réclamation lorsqu'ils ont appris la situation. Ils ont perdu la compte, mais ils réalisent que ce n'est pas de votre faute. Je veux les rencontrer, ai-je dit fermement. Je veux leur rendre leur argent. Mais Gédéon, ce n'est pas ta responsabilité, a objecté Terence. L'un d'elles était censé rendre la compte. Je sais qu'elle l'a fait, mais elle s'est enfuie avec mon argent. Le moins que je puisse faire est d'indemniser les personnes innocentes affectées par ces actions. Terence a hoché la tête, réalisant qu'il était inutile de discuter. Bien. Je prendrai rendez-vous. Et la Cadillac, ai-je demandé. C'est un peu plus compliqué. Terence a admis que l'acheteur l'avait déjà cédé à un autre collectionneur en Italie. Nous pourrions intenter un procès, mais cela prendrait du temps. J'ai soupiré. La voiture m'était chère, mais cela semblait être le cadet de mes soucis pour le moment. D'accord, nous nous en occuperons plus tard. Et les affaires qu'elle a prises dans la maison? Nous avons pu récupérer la montre, a dit Terence, et son visage s'est éclairé d'un premier sourire de la journée. L'antiquaire a accepté de la racheter au collectionneur à qui il l'avait vendue. J'ai senti la tension se relâcher un peu. Merci, Terence. Ça compte beaucoup pour moi. Après le départ de l'inspecteur Harris, Terence est resté pour discuter des prochaines étapes. Nous avons décidé qu'il commencerait le processus de révocation légale de toutes les procurations et de tous les documents qui pourraient donner à l'un d'elles des droits sur ma succession à l'avenir. Et je pense que tu devrais changer ton testament, a suggéré Terence. Compte tenu des circonstances. J'ai hoché la tête lentement. L'idée de retirer complètement l'un d'elles de l'héritage était douloureuse, mais inévitable. Oui, tu as raison, mais je veux laisser quelque chose à mes petits-enfants. Ils ne sont pas responsables des actes de leur mère. Nous pourrions créer un fonds en fiducie pour eux, a suggéré Terence, avec la stipulation qu'ils ne pourront accéder au fonds qu'à un certain âge et nommer un fiduciaire indépendant sans lien avec l'un d'elles. Faisons ça, ai-je accepté. Paul, qui était resté assis tranquillement dans le coin tout ce temps, a finalement pris la parole. Gédéon, je sais que ce n'est pas le meilleur moment,
mais je dois dire quelque chose. Tu n'es pas seul. Tu as des amis qui se soucient de toi. Moi, Terence, beaucoup d'autres. Nous allons t'aider à traverser cette épreuve. J'ai regardé les deux hommes, mon avocat et mon voisin, qui étaient devenus plus proches que ma propre fille. L'amertume de la perte se mêlait à un chaleureux sentiment de gratitude. Merci à vous deux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Les jours suivants ont été remplis de procédures médicales, de visites chez l'orthophoniste et le kinésithérapeute, et de conversations avec des avocats et la police. Mon état physique s'est amélioré plus rapidement que les médecins ne l'avaient prédit, mais mes blessures émotionnelles ont mis plus de temps à guérir. Chaque soir, je m'asseyais dans mon fauteuil, regardant l'horloge revenue sur la cheminée, et je pensais à l'un d'elles, à mes petits-enfants, à l'endroit où ils se trouvaient maintenant et si je les reverrais un jour. Le 3e jour après mon retour à la maison, Terence a amené la famille Bennett, un jeune couple avec 2 jeunes filles. Ils semblaient un peu tendus en entrant dans ma maison, mais j'ai essayé de créer une atmosphère détendue. « Mais Madame Bennett, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, » ai-je dit alors que nous nous installions dans le salon. Ma fille a agi à mon insu et sans mon consentement. « Nous comprenons, Monsieur Townsend, » a répondu James Bennett, un jeune homme d'environ 35 ans au visage ouvert. L'inspecteur Harris nous a expliqué la situation. Nous sommes vraiment désolés que vous soyez dans cette situation. Nous voulions juste une belle maison pour nos filles, a ajouté sa femme, Emily, en serrant leur plus jeune fille dans ses bras. Nous avons vraiment aimé votre maison, mais nous ne voulons pas de problème. J'ai regardé leurs enfants, une fillette blonde d'environ 8 ans et un bébé qui n'avait pas plus de 4 ans. Elle me rappelait mes petits-enfants, et mon cœur s'est serré de douleur. Je veux vous rembourser la compte, ai-je dit en sortant le carnet de chèques que j'avais préparé à l'avance. 120 000 €. Vous n'avez pas à souffrir à cause des actions de ma fille. James a semblé surpris. Monsieur Townsend, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Légalement, c'est la responsabilité de votre fille. Je sais, ai-je hoché la tête. Mais c'est la bonne chose à faire. Et je me sentirai mieux si je répare ce qu'elle a fait. J'ai fait un chèque et je l'ai tendu à James. Il l'a pris avec une hésitation évidente. Je ne sais pas quoi dire, Monsieur Townsend. C'est très noble de votre part. Dites-moi, cherchez-vous toujours une maison, ai-je demandé, soudainement frappé par une idée. Oui, a répondu Emily. Mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché dans notre gamme de prix en ce moment. J'ai échangé un regard avec Terence, et il a légèrement hoché la tête, comprenant mon raisonnement. Et si? J'ai fait une pause, réfléchissant à ce que j'allais dire. Et si je vous vendais la maison à un prix juste, avec toutes les formalités légales? Les Bennett semblaient stupéfaits. Mais, nous pensions que vous ne vouliez pas vendre la maison, a dit James. Je ne le voulais pas quand l'un d'elles a essayé de me forcer, ai-je admis. Mais maintenant que je regarde votre famille, cette maison est trop grande pour un vieil homme seul. Il devrait y avoir des enfants ici. Des rires, de la vie. Comme quand Éléonore était en vie et que l'un d'elles était petite. Vous êtes sûr? A demandé Emily. Mais il y avait de l'espoir dans ses yeux. J'en suis sûr, ai-je hoché la tête. Bien sûr, il me faudra un peu de temps pour trouver un nouvel endroit où vivre et faire mes cartons. Mais si vous êtes prêt à attendre quelques mois, la maison est à vous. James et Emily se sont regardés, se consultant silencieusement. Nous serions ravis, Monsieur Townsend, a finalement dit James. Mais seulement si vous le voulez vraiment. Je le veux, ai-je dit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de prendre la bonne décision. Terence aiderait avec les papiers, et cette fois, ce serait légal. Après le départ des Bennett, Terence m'a regardé avec surprise. Tu es sûr, Gédéon? Je pensais que tu ne voudrais jamais te séparer de cette maison. Je le pensais aussi, ai-je admis. Mais les événements récents m'ont fait reconsidérer beaucoup de choses. Cette maison est pleine de souvenirs, bons et mauvais. Peut-être qu'il est temps de créer de nouveaux souvenirs dans un nouvel endroit. Et où vas-tu déménager? J'ai regardé par la fenêtre, pensif. J'ai pensé à une petite maison au bord du lac. Tu te souviens quand nous sommes allés pêcher là-bas l'été dernier? J'aime ce quartier. Calme, paisible, la nature à proximité. Terence a hoché la tête. Bon choix. Je t'aiderai à trouver la bonne. Au cours du mois suivant, je me suis lentement rétabli physiquement et j'ai reconstruit ma vie. J'ai rencontré des agents immobiliers, examiné des options de maison et commencé à trier mes affaires, décidant de ce que j'emporterais avec moi dans ma nouvelle vie et de ce que je laisserais derrière moi. Il n'y avait aucune nouvelle de l'un d'elles. La police a poursuivi ses recherches, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Terence a engagé un détective privé qui a suggéré qu'ils étaient peut-être partis en Espagne ou même plus loin, en Amérique centrale ou du Sud. Je pensais souvent à mes petits-enfants,
à la façon dont ils s'adapteraient à une nouvelle vie, une nouvelle école, une nouvelle langue. J'espérais que l'un d'elles s'occupait au moins correctement d'eux. Un matin, en parcourant le courrier, j'ai trouvé une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une carte postale avec une vue d'une plage tropicale et une courte note. Nous allons bien. Les enfants s'ennuient de toi. Elle, je suis resté longtemps à regarder cette carte postale. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un court message pour me faire savoir qu'ils étaient en vie. Je ne savais pas si je devais en être reconnaissant ou encore plus en colère. Fin juin, j'ai trouvé la maison parfaite. Un petit mais confortable chalet au bord du lac, à environ 1 heure d'Aix-en-Provence, avec une grande véranda donnant sur l'eau, un quai privé pour le bateau que je prévoyais d'acheter, et un jardin où je pourrais cultiver des tomates et d'autres légumes. La transaction avec les Bennett a été finalisée à la mi-juillet. Ils ont payé un prix juste, un peu en dessous de la valeur marchande, mais c'était ma décision. Je voulais qu'une famille heureuse vive dans cette maison. Le jour du déménagement, alors que les dernières boîtes étaient chargées dans le camion, j'ai fait une dernière promenade dans les pièces vides. Tant de souvenirs, tant de vie entre ces murs. La naissance de l'un d'elles, ses premiers pas, les vacances scolaires, les soirées tranquilles avec Éléonore près de la cheminée, les derniers jours de la vie de ma femme. Dans chaque pièce, je me suis arrêté et j'ai dit au revoir au passé, à la douleur, aux déceptions. Je ne voulais pas porter ce poids dans une nouvelle vie. Le dernier arrêt fut le bureau. Ici, dans un petit coffre-fort derrière une étagère, se trouvait mon Nouveau Testament. Thérence avait insisté pour garder une copie à la maison au cas où l'un d'elles reviendrait un jour. Le testament était simple. La maison du lac et tout l'argent restant iraient dans un fonds en fiducie pour les petits-enfants. Oliver et Isabella auraient accès au fonds à l'âge de 25 ans, assez vieux pour que l'un d'elles et Richard ne puissent pas mettre la main sur l'argent. Thérence a été nommée fiduciaire de la fiducie, suivie de son fils, également avocat. L'un d'elles n'a rien reçu. C'était cruel, mais juste. Elle avait déjà pris ce qui lui revenait, en volant l'argent de la vente de la maison et de la voiture, en prenant des montres et d'autres objets de valeur. Je ne lui devais rien de plus. J'ai fermé le coffre-fort et j'ai jeté un dernier regard autour du bureau, puis je suis sorti résolument de la maison sans me retourner. Paul m'attendait dans l'allée, prêt à me conduire à ma nouvelle maison. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-il demandé en voyant l'expression de mon visage. « Ouais », ai-je répondu, me demandant à quel point c'était vrai. « Tout va bien. » Nous avons parcouru les rues familières d'Aix-en-Provence, devant le marché où j'avais acheté des tomates, devant le parc où je m'étais promené avec Éléonore, devant l'école où l'un d'elles était allé autrefois. La ville restait la même, mais je partais une personne différente. Le trajet jusqu'au lac a duré un peu plus d'1 heure. Quand nous sommes arrivés à ma nouvelle maison, le soleil commençait déjà à se coucher, colorant l'eau d'or. La maison était petite mais lumineuse et confortable. De grandes fenêtres donnaient sur le lac, laissant entrer beaucoup de lumière. Une véranda entourait la maison sur 3 côtés, offrant de belles vues à tout moment de la journée. Les meubles que j'avais choisis étaient simples et fonctionnels. Rien de superflu, rien qui me rappelait le passé. Thérence est arrivée un peu plus tard, aidant avec les derniers détails du déménagement. Quand les déménageurs sont partis et que nous nous sommes finalement retrouvés seuls, il a sorti une bouteille de bon whisky et 3 verres de sa mallette. « Au nouveau départ », a-t-il dit en versant le liquide doré. « Au nouveau départ », avons-nous répété Paul et moi en levant nos verres. Nous nous sommes assis sur la véranda, regardant le coucher de soleil sur le lac, et je me suis senti étrangement en paix. Oui, j'avais perdu ma fille. Oui, je ne reverrai peut-être jamais mes petits-enfants. Oui, les derniers mois avaient été les plus difficiles de ma vie, mais j'avais survécu. J'avais avancé. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentais non seulement l'amertume de la perte, mais aussi l'espoir. Tu sais, ai-je dit en regardant l'eau qui s'assombrissait. Éléonore disait toujours que la vie ne se termine pas tant que tu ne décides pas qu'elle est finie. À une femme sage, ton Éléonore. Thérence a hoché la tête. Oui. J'ai souri au souvenir. Oui, elle l'était. J'ai pensé à l'avenir. Les parties de pêche sur le lac. Les nouveaux voisins que j'avais déjà rencontrés. Les livres que je voulais lire depuis longtemps. Les voyages que j'avais remis à plus tard. La vie ne s'arrêtait pas. Elle prenait juste une nouvelle forme. Et dans cette nouvelle forme, il n'y avait pas de place pour la trahison, pour les mensonges, pour les relations toxiques. Seulement pour l'honnêteté, l'amitié et la paix que j'avais gagnées dans mes dernières années. J'ai pris une gorgée de whisky, sentant la chaleur se répandre dans mon corps, et j'ai pensé que c'était peut-être pour le mieux. Parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour réaliser ce qui est vraiment important. Et ce qui était important pour moi maintenant, ce n'étaient pas les murs de la maison, ni les biens matériels, ni même les liens familiaux s'ils étaient basés sur des mensonges. Ce qui était important,
c'était l'honnêteté, la dignité et la capacité de recommencer. Même à 78 ans. J'ai regardé le lac, les premières étoiles apparaissant dans le ciel qui s'assombrissait, et j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Ma vie n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer.